Donc Nicolas, bienvenue sur mon espace ancien en tennis. Pour tout le Écoute, monde, c'est un grand plaisir de sortir une nouvelle fois de la France et pour pouvoir discuter avec un Français qui est parti à l'étranger et qui va pouvoir nous raconter un petit peu son parcours de vie parce que tu as fait des choses, donc c'est intéressant, dont un livre qui sera, je pense, intéressant pour nos auditeurs de pouvoir creuser le sujet s'ils le veulent. Avant de rentrer dans ce détail-là, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ce parcours qui t'a amené à être à Hong Kong aujourd'hui? tout à fait. Merci Anthony. Plaisir partagé pour cette interview. Écoute, ouais, donc je m'appelle Nicolas Stanagic. Moi, je suis un ancien de la Ligue de l'Essonne. J'ai démarré le tennis, j'avais 11 ans précisément. Avant, je faisais du foot. Et j'ai démarré le tennis. J'ai découvert le tennis à la télé. Moi, à l'époque, pas trop Roland-Garros parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment diffusé. C'est surtout les finales Wimbledon, Borg-McEnroe. Voilà, Hmm. ça m'a donné envie de jouer. Et j'ai dit à mon père, bah écoute, je veux faire du tennis. Et donc, on avait un club là où j'habitais, à Saint-Germain-les-Corbeilles, 5 minutes de la maison. Donc, mon père m'a emmené là-bas. Il y avait une détection, des tests pour rentrer à l'école de tennis. J'ai fait les tests et puis voilà, j'ai été directement orienté sur le pôle compétition, entre guillemets. Et puis voilà, j'ai démarré comme ça, avec une enseignante, on va dire, qui était sur la méthode française à l'époque. Bon, moi, je savais pas ce que c'était, hein, mais voilà, un enseignement très, très rigide. Mhm. Voilà, pas de place à la fantaisie. Et bon, il m'est arrivé plein de fois de rentrer chez moi en pleurant parce que bah, les entraînements, c'était trop dur. L'enseignante était vraiment Hmm. très, très sévère, mais ça durait quoi? Ça durait 24 heures et puis je repartais à l'entraînement. Hmm. Hmm. Voilà, et donc Saint-Germain-les-Corbeilles, c'est mon club de cœur, hein. J'ai joué là-bas pendant 25 ans, j'ai eu 25 ans de licence à Ah oui. Saint-Germain-les-Corbeilles. Voilà, donc c'est ma deuxième maison. J'ai toujours mes potes qui sont directeurs sportifs, qui gèrent le club là-bas, et c'est devenu un club phare dans la région, hein. Hmm. C'est une petite ville, Saint-Germain. Il y a quoi? Il y a 8 000 9 000 habitants maintenant peut-être. Hmm. Mais bon, il y a une bonne équipe d'enseignants. Ils forment des très bons joueurs. Et un joueur le joueur qui est sur le devant de la scène en ce moment, c'est Titouan Droguet. Hmm. Donc Titouan, il a été formé par mes potes de Saint-Germain, quoi. Voilà. Mais il y en a eu, il y en a eu, il y en a d'autres et il y en aura d'autres. Voilà, donc moi j'ai fait toutes mes classes à Saint-Germain-les-Corbeilles. Donc j'ai fait des études d'histoire en parallèle. Hmm. Je voulais être prof d'histoire. Et puis bah, quand j'étais étudiant, il y avait des enseignants des BE au club qui rataient sans arrêt leurs leçons, qui étaient soit parce qu'ils jouaient en tournoi, soit parce qu'ils étaient malades. Et donc le directeur sportif, Éric Bory, pour pas le nommer, qui est devenu qui est toujours mon ami, il avait vu que j'étais passionné de tennis et que voilà, éventuellement je pouvais me faire initiateur. Donc il m'a proposé d'être initiateur. Ben, j'ai dit ouais, écoute, ça m'intéresse, plutôt que d'aller travailler au McDo, tu vois. Ouais, ouais. Pourquoi ne pas donner des cours le mercredi aux enfants et voire même le soir aux adultes? Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis il m'a mis en formation à la Ligue de l'Essonne. J'ai fait la formation initiateur 1, après initiateur 2. Donc j'ai fait mes études d'histoire à la Sorbonne. J'ai passé le CAPES, histoire géo. Hmm. Je l'ai raté. Et puis Eric, il me disait, mais putain, mais Nico, t'engages pas là-dedans, c'est pas fait pour toi. Lui, il est prof de gym, tu vois. Hmm. Il était prof de gym en collège, donc il connaissait le truc. Et il me dit, mais voilà, essaie au moins de passer le tronc commun, on sait jamais. Comme ça, par la suite, tu peux faire le spécifique. Et donc je l'ai écouté quand j'étais en formation la deuxième année de formation au CAPES. J'avais pas mal de temps de libre, donc j'ai passé le tronc commun en candidat libre, je l'ai eu. Donc ça, c'était en 96, ça remonte, hein. Hmm. J'étais petit. Et puis, voilà. Et puis finalement, j'ai bossé, donc j'ai arrêté le projet d'être prof d'histoire. J'ai bossé avec celle qui est devenue ma femme à l'époque. On a divorcé entre-temps, mais voilà, son père, il avait une boîte d'import-export matériel de haute montagne. Ça marchait bien, il avait besoin d'un gars, donc j'ai Hmm. commencé là-dedans, et puis ça me plaisait bien. En parallèle, je gardais mon mercredi pour donner des cours, parce que Hmm. il était hors de question que j'abandonne le tennis. Et puis voilà, quoi. Et puis petit à petit, bon, ça se passait pas trop bien, j'avais envie de faire autre chose, et je me suis dit, allez, je vais passer la formation BE1. Donc j'ai suivi la formation avec, à l'époque, la CTJ, à l'Aile-les-Roses, avec Jean-Paul Pestre.
Mm. et Jean-Marie Giroud, qui étaient mes formateurs. Et c'était vraiment super. C'est une année de formation terrible. Donc j'ai eu mon BE1, et puis bah, après ça, voilà, j'ai pris un poste de directeur sportif dans un petit club à côté de Saint-Germain-les-Corbeilles. Saint-Germain ne pouvait pas me prendre parce que bah, il y avait trop d'enseignants, et puis moi j'avais besoin de gagner ma vie. J'avais deux enfants, tu vois, donc bon. Et donc je suis parti, mais j'ai gardé toujours ma licence à Saint-Germain parce que le club où j'allais, c'était un club qui n'était pas vraiment en compétition, c'était plutôt on va dire initiation perfectionnement. Il y avait quelques équipes qui jouaient en championnat, mais bon, ils avaient très peu de joueurs, très peu de joueurs en seconde série, Mm. donc je suis resté licencié à Saint-Germain. Et puis ensuite, j'ai eu une proposition de reprendre la direction sportive d'un club qui était plus important, qui était à Soisy-sur-Seine, qui était un des clubs phares dans l'Essonne dans les années 90, voilà, Mm. 90-2000. Et donc en 2007, j'ai repris la direction sportive de ce club-là. Entre-temps, j'avais passé le BE2, Mhm. formation de 2 ans à l'époque, puisqu'il y avait encore le tronc commun. Donc j'ai eu la chance de suivre un tronc commun option tennis. Ils ont fait ça pendant 2-3 ans au Crêpes de Châtenay-Malabry. C'était absolument génial. J'étais avec un petit groupe, on n'était que des tennisman. Et ça a été ma meilleure expérience de formation. C'est-à-dire on avait des formateurs époustouflants dans tous les Ouais. domaines parce qu'en Ouais. fait, c'était des tennisman. Voilà, c'était des gars qui nous formaient. On avait un prof d'anat physio, mais c'était lui-même, il jouait lui-même au tennis. Donc, voilà, il y avait plein de passerelles pendant les cours. On avait Mélanie Maillard aussi en psychologie. On avait David Sidal en anglais, qui était un joueur de tennis. Enfin bon, c'était exceptionnel. On avait, comment il s'appelle euh, ah mince, je retrouve plus son nom. Lui était le prof de physio, qui était un tennisman aussi, bon tennisman. Enfin bon, c'était top. Mm. Et donc, c'était très formateur. Donc, j'ai eu le tronc commun et ensuite, j'ai enchaîné sur la partie spécifique avec transfert. Donc, Patrice Gruet, Christian Aubuffet. C'est pareil, c'était très intéressant. Et mon mémoire de tronc commun, je l'ai fait sur le tennis à l'école parce que je faisais du tennis scolaire quand j'ai démarré dans mon premier club là. Et moi, j'y connaissais rien. Il y avait le tennis scolaire qui était en place. Et donc, je me suis passionné là-dedans. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour gérer 24 gamins, tu vois, Ouais. dans un gymnase ou dans une cour de récré. Mm. Et puis en fait, à l'arrivée, je me suis aperçu que finalement, voilà, fallait pas se prendre la tête. Il y avait des choses très simples à mettre en place et qu'il y avait plein de passerelles entre le tennis, le vocabulaire. Il y avait plein de moyens, plein de compétences transversales et les enseignants étaient très à l'écoute. Tu vois, l'histoire du tennis, Roland Garros, la Suzanne Lenglen, les mousquetaires. Voilà, tout ça, il y avait des choses il y avait des choses à échanger avec les enseignants qui, eux, ne connaissaient rien au tennis. Mais voilà, c'était très formateur également. Mhm. Donc ça, c'est ma partie française. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu la chance, ou la malchance, je sais pas, hein. Bon, j'ai divorcé, j'ai eu un divorce qui s'est mal passé, je voyais pas mes enfants. Et donc, l'été, plutôt que de rester tout seul sans mes enfants et à ruminer, j'avais besoin de partir et donc j'ai été recruté par une boîte qui s'appelait FM Sport et Langue, François Manuel, il est décédé, François Manuel, mais voilà, il avait des contrats un peu partout avec différentes académies et il faisait des stages un peu haut de gamme et il Mm. avait besoin d'encadrant. Et donc, à l'époque, il y avait le Tennis Magazine. Au mois de mars, il balançait, il y avait plein de pubs, là, Ouais. organisme de stage. Voilà. Et donc, j'ai pris le Tennis Magazine, j'ai envoyé mes CV et lui m'a répondu de suite. Et en fait, j'ai eu un call d'1 heure et demie avec lui et il me dit, au départ, il voulait m'envoyer au Canada et puis en discutant, il me dit, mais toi, voilà, je vais te proposer autre chose. Je vais te proposer Bolly-Thierry en Floride. Est-ce que ça t'intéresse? Ben, je dis, ouais, bien sûr. Je dis, Mm. je fonce, j'y vais. Et donc, j'ai fait 6 étés là-bas. J'ai accompagné des stagiaires. Et j'avais rien à faire là-bas, hein, juste m'occuper, veiller à ce que les stagiaires ils aillent sur le bon terrain, ils se lèvent le matin, et puis voilà, ils étaient pris en charge intégralement par le T'avais pas staff. Et besoin de moi, coacher.
Tu coachais pas? Non, rien du tout. Je ne coachais pas du tout. Ah ouais? D'ailleurs, je suis allé le voir dans son bureau parce que je lui dis, attends, je comprends pas là. Tu veux m'envoyer Oui. là-bas, tu Ouais. payes tout, tu payes le billet d'avion, je suis nourri, logé, et j'ai rien à faire. Il me dit, bah non, t'as rien à faire. Il me dit, ce que je te demande, c'est juste de veiller à ce que les stagiaires, ils fassent pas Aïe. les cons, Ouais. ils sont sur le terrain, et voilà, c'est tout. Et il me dit, tu t'entraînes. Si tu veux t'entraîner, tu as accès à toutes les installations, tu t'entraînes. Et donc, bah, la première année, quand je suis arrivé là-bas, c'était en 2004. Je suis arrivé en août, en juillet 2004, mi-juillet 2004, juste après Wimbledon. Et en fait, qui c'est qui est resté là-bas pendant 15 jours pour préparer l'US Open? Sharapova. Hmm. Maria Sharapova. Et en fait, elle venait de gagner Wimb. Elle avait 17 ans. Et moi, bah, j'étais en préparation BE2 à l'époque, Ouais. tu vois. Et notre formateur, il nous avait dit, bah, tiens, les gars, si vous pouvez observer des joueurs, des bons joueurs et tout, tu vois, c'est pas mal pendant cet été et tout. Et donc, moi, j'ai fait 15 jours d'observation de Marat Le Sharapova tous les charap. Ah, jours c'est loin. sur le terrain et en salle de gym. Ouais. Et en fait, euh, et en fait, ce qui se passe, il y avait son père qui était sur le terrain, Yuri, elle avait un entraîneur physique, un entraîneur tennis. Puis évidemment, les jeunes, ils étaient hyper attirés par elle. Tu vois, elle jouait en brassière, enfin, elle était Hmm. hyper belle. Et donc, tout le monde venait la faire chier et tout. Et à un moment donné, le père, il en a eu ras-le-bol et il a appelé Bollettieri. Donc, Nick, il est pointé, il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu me dégages tout le monde. Moi, j'étais assis, j'étais torse nu avec un maillot de bain rouge. J'étais assis je prenais des notes, tu vois, il me voyait tous les matins. Il me dit, tu me dégages tout le monde. Il me dit, lui, il n'y a que lui qui peut rester. Lui, il reste. Mais Hmm. tout le monde, tu dégages. Je veux voir personne. Et il me dit, tu verrouilles le truc et tout. Et donc, en fait, bah, voilà, j'ai passé 15 jours avec elle, quasiment sur le terrain. Donc, Hmm. j'ai pris plein d'infos. Et ce qui était très drôle, c'était que à chaque fin d'entraînement, son père, il allait chercher un junior. Il demandait à Bollettieri, tiens, ramène-moi un junior, là. Donc, c'était des mecs qui jouaient, je pense qu'ils jouaient, c'est dur à dire, mais ils jouaient négatif. Ou s'ils jouaient pas Hmm. négatif, ils jouaient zéro, quoi. Zéro moins deux. Ouais. Et en fait, les mecs avaient interdiction de slicer. Les mecs, ils avaient comme consigne Hmm. tu joues, tu fais un set avec Sharapova, mais t'as pas le droit de slicer. Et ben, les mecs, ils avaient du mal à gagner, hein. Mais Ils oui. avaient du mal à gagner. Voire même souvent, ils perdaient. Hmm. Et donc, les gars, ils se faisaient chambrer par les potes. Hmm. C'était, c'était assez rigolo, quoi. Hmm. Et Voilà. t'as jamais eu à ce moment-là d'échange avec le coach? Avec... Non, à ce moment-là, non, 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 j'étais pas censé avoir d'échanges. Par contre, j'ai eu des échanges avec d'autres coachs qui sont occupés de d'autres gars comme Paul-Henri Mathieu, comme Hmm. euh, voilà, des coachs marocains. Hmm. Il y avait une famille de coachs marocains là-bas avec qui je m'entraînais un peu. Je faisais des gammes et voilà, on Hmm. échangeait. Mais non, non, c'était plutôt. Moi, j'étais un peu en vacances, hein, je restais 3 semaines. Donc, Ouais. par contre, je me gavais d'entraînement. Tu vois, je me gavais de physique. J'ai fait du physique avec celui qui est. Bah, il est devenu plus tard le coach physique il avait Sharapova. Après, il a eu Osaka. Là, maintenant, il est avec Raducanu, Hmm. Yutaka, un japonais Yutaka. Je me souviens jamais de son nom de famille. Et on s'est retrouvés quelques fois dans les grands chelems là sur Melbourne. Et chaque fois, il me reconnaît, il me dit bonjour, il est super sympa. Hmm. Voilà, lui, il était en charge de l'entraînement physique des juniors là-bas, à l'époque quand j'étais là-bas. Donc ça, s'ils étaient comme ça, là-bas, Ouais. et à chaque fois, du coup, en revenir en France, hein, après, pour faire ta saison. Alors, pourquoi je te parle d'IMG? C'est parce qu'en fait, la première fois que je suis allé là-bas, moi, je connaissais personne, je parlais pas anglais ou vraiment voilà, très basique. Hmm. Et en fait, le premier jour, il y a un mec qui me tape dans l'épaule, je me retourne, parce qu'en fait, je parlais français avec mes stagiaires, je me retourne, et un Asiatique, en fait. Et il me dit, ah, commence à me parler en français. Il me dit, ouais, t'es français? Ben, je dis, ouais, et toi? Il me dit, non, non, moi, il me dit, je suis plus australien, mais il me dit, je suis coach de tennis à Hong Kong. Ah, bah, je dis, ça, c'est incroyable, à Hong Kong. Parce qu'en fait, à l'époque, mon frère, qui bossait pour Disney, il était muté à Hong Kong au mois de septembre. Donc ça, c'était au mois de juillet, août, tu vois. Hmm. Et je dis, écoute, j'ai mon frère qui va à Hong Kong, donc en fait, on est devenus potes. Et je m'entraînais avec lui. Lui, c'était l'agent IMG pour Hong Kong. Hmm. C'est-à-dire qu'il avait un contrat avec IMG et tous les étés, il envoyait des stagiaires là-bas. Donc, il était pris en charge, il était payé par IMG. Il avait une commission sur chaque stagiaire et il était nourri, logé par IMG. Et donc, en fait, à la fin, tous les étés, on partageait la même villa avec lui. Hmm. Et donc, on se voyait tous les étés. Et donc, dans l'année à l'époque, c'était MSN, la Messenger, là, Ah sur oui, le ah truc, oui. Ah voilà. oui.
Ouais. Donc, je me souviens, au mois de février, il était là, Nico, qu'est-ce que tu fous? Putain, moi, il faisait moins 15 dans mon club à Soisy, là, et lui, il me dit, attends, nous, il fait 25 degrés, je vais à la plage cet après-midi, et tout. J'étais vert, je me dis, mais merde. Mm. Et il me dit, ouais, c'est lui qui me disait chaque fois, tu devrais venir à Hong Kong, Nico, il y a du taf, t'es français, t'as une belle gueule, t'es grand, tu vas avoir un succès de dingue. Et donc, j'ai fini par, j'ai fini par l'écouter, en fait, parce que j'ai fait 6 étés de suite chez IMG et je devais faire le septième en 2010. Et en fait, mon séjour a été annulé parce qu'au dernier moment, parce qu'il n'y avait pas assez de stagiaires, il y avait une crise, un peu une crise économique, là. Mm. Et c'était des séjours très chers. Et donc, au dernier moment, ils ont annulé mon séjour. Et donc, j'appelle mon frère à Hong Kong. Je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe. Je suis sur le carreau. Il me dit, viens à Hong Kong, tu restes autant qu'il faut. Donc, entre-temps, j'avais déjà envoyé des CV sur Hong Kong. Ouais. J'avais déjà une touche avec un mec, donc le boss de Tennis Asia, là, Andy Brothers, australien. Donc, je lui dis, écoute, je suis à Hong Kong, je viens rendre visite à mon frangin. Est-ce qu'on peut se voir? Il me dit, bah ouais, bien sûr. Donc, il me reçoit dans un de ses clubs, là, en contrat, le Hong Kong Jockey Club. Donc, je vais là-bas, on discute un peu et tout. Et puis, derrière, il y avait le head coach qui était australien et il me dit, bah, tiens, si tu veux, tu prends des gamins en charge, il va regarder comment tu bosses et puis voilà. Et puis, donc, j'ai fait une séance et puis, il m'a dit, écoute, dans les 6 mois, je te propose un poste. Bah, j'étais pas obligé de le croire, tu vois. Bon, je lui dis, OK, merci, très bien. Donc, ça, c'était en août 2010 et mars 2011, j'ai eu la proposition. Mm. Voilà, pour venir au Ladies Recreation Club, que je connaissais pas. Alors évidemment, comme ma femme, elle est également enfin, ancienne joueuse et maintenant devenue, elle est coach, donc elle avait plein de contacts, donc elle commence à activer ses contacts, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un Français là-bas qui connaît, qui est sur place, donc on appelle le gars, et il connaissait le LRC, il nous dit, bah ouais, il nous fait un peu il nous dépeint un peu le truc, il dit, ouais, c'est sympa, il y a du taf et tout, donc du coup, voilà, j'ai démissionné de mes 2 postes, de mon poste de directeur sportif à Soisy-sur-Seine et mon Mm. poste de formateur DE, parce qu'entre-temps, j'avais Ouais. pris un poste de formateur avec transfert. Et donc, j'ai dû démissionner de ces 2 postes. C'était une démission qui n'était pas facile parce que j'aimais bien mon travail. J'aimais dans les 2 postes. Maintenant, j'avais vraiment beaucoup de taf. J'avais 0 jour de congé. Et puis, le salaire, par rapport à l'investissement, si tu veux, le salaire suivait pas, quoi. Ouais. Donc, voilà, à 40 ans pile, je me suis barré. Je me suis barré et maintenant, donc, j'ai eu un contrat de 26 mois, je suis toujours au club, tu vois, 14 ans après. Et si c'était à refaire, là, tu vois, je me dis, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de me barrer. Mm. C'est vraiment la meilleure décision. Tu vois, si c'était à refaire, mais je repars. Je Mm. repars. Mm. Le seul problème, c'est la famille. Tu vois, c'est mes parents. Bon, mes parents, ils commencent à vieillir maintenant et bon, je les vois pas souvent et ça, c'est emmerdant. Ouais. Ça, c'est chiant. Voilà, après, j'ai un frère qui vit à Londres, lui, depuis 20 ans, donc mes parents, ils sont un peu habitués. Mais voilà, c'est le seul truc un peu chiant. Bon, maintenant, il y a plein d'outils, WhatsApp, tu Certes, vois, on peut certes, mais bon, communiquer c'est pas très du facilement. présentiel. Ouais. Mais c'est pas non plus comme quand tu es avec la personne au quotidien. Ouais. Voilà. Après, voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toutes les décisions que tu prends. Ok. Alors après, quand je suis arrivé à Hong Kong, bon bref, ça n'a pas non plus été très facile tout de suite, hein, parce Ouais. que bah, j'ai débarqué dans un environnement, mec, ils étaient complètement à l'ouest, quoi, si tu veux. Il y avait, tu vois, il y a les balles intermédiaires, les balles mini-tennis, tout ça, ils ne savaient pas ce que c'était. Mm. Très peu utilisé. Quand on commençait à les utiliser, moi je les trouvais dans la poubelle parce que les mecs pensaient que c'était des balles crevées, tu vois. Donc tu les foutais à la poubelle. Donc tu avais des balles toutes neuves, des balles cool, là, les balles green, Mm. qui étaient toutes neuves dans les poubelles. Je disais, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors, les mecs pensaient que c'était des balles crevées, donc c'était rigolo, donc je les récupérais. Ça, c'est 2010? Mais ça, c'est ouais, dans 2011, Ouais. 2012. Mm. Mm. Voilà. Bon, depuis, ça n'a rien à voir, hein. Ouais, Voilà, on a j'imagine. quasiment la même organisation qu'en France, hein. Voire même moi, je me bats avec eux parce que, enfin, je sais pas comment ça se passe en France, mais je suis pas du tout un adepte des balles rouges, là, tu sais, les grosses balles. Là, pour moi, ça, c'est pas du tout. Enfin, déjà ici, nous, on a énormément de cours en synthétique.
Tu vois, donc Mm. ça rebondit pas le gazon. Je Ouais. leur dis, mais arrêtez avec ces balles-là. Pourquoi vous avez ça? Parce qu'en fait, ils suivent le process, tu sais, ITF, là, Ouais. Ouais. Clean Stay. Je leur dis, mais ça, c'est bien sur des cours en dur qui rebondissent beaucoup, mais sur vos cours à vous, il n'y en a pas besoin. Juste Mm. les balles sont lourdes, ça prend l'humidité, ça pèse 3 kilos à la fin. Les Ouais. gamins, ils peuvent pas jouer avec ça. Ils ne Ouais. peuvent pas jouer. Mm. Et puis tu mets 15 ans à ramasser 12 balles, quoi. Mm. Voilà. Mais Mm. ouais, non, sans ça, l'organisation, voilà, il y a rien, il y a plus rien à envier à la France, si ce n'est on n'a pas de tournoi ici, quoi. C'est ça le plus gros problème, c'est que bah, les gamins, ils peuvent pas. On a des gamins qui jouent bien, hein, mais il n'y a pas assez de tournois et voilà, donc Ils font que jouer. En fait, ils c'est s'entraînent pas. toute l'année et les gamins qui jouent bien, ils s'entraînent pareil à raison de plusieurs fois par semaine. Ouais, ils jouent beaucoup ici, mais bon, il y a pas de tournoi. Et puis surtout, les parents, si tu veux, ici, c'est les études ou rien du tout, quoi. Ouais. Ouais. Tu veux, le tennis, même si tu dis aux parents, t'expliques aux parents que le gamin, il joue super bien et Mm. il a du potentiel, ils vont te dire, ouais, mais il va gagner combien en jouant au tennis? Ah bah, il va gagner combien? Mm. Il va rien gagner. Ah bon, bah, ça m'intéresse pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais. Donc, ils sont là-dessus, quoi. Les locaux, hein, je parle. Les Ouais, locaux. ouais, ouais, je parle. Ouais. Et Voilà. avant de bifurquer vers le livre, tes missions maintenant, aujourd'hui, au club, qu'est-ce que tu as à faire? Quel est ton quotidien en fait? Alors moi, au club, là, je suis responsable depuis 3 ans maintenant. On est deux directeurs en fait, hein. Il y a mon collègue qui est sur la partie junior, qui est manager du programme junior. Tu es Et moi, français je suis manager. aussi? Non. Il est néo-zélandais. Il est néo-zélandais. Mm. Et moi, je suis manager du programme adulte. Donc, je gère tout le programme adulte, à savoir quand j'ai pris le dossier, il y avait 40 joueurs, 8 groupes, Mm. il y a un peu moins de 3 ans. Là, maintenant, j'ai 250 joueurs réguliers et 45 groupes. Et j'ai 10 coachs qui bossent pour moi. Mm. Donc, j'ai vraiment, je l'ai explosé le truc parce qu'en fait, à Hong Kong, tout était axé sur la leçon individuelle. Et Mm. moi, j'ai expliqué, j'ai montré, j'ai prouvé par A plus B que c'est pas en faisant une leçon individuelle par semaine que tu vas savoir jouer au tennis, quoi. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Ouais. Oui, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire que tu vas te sentir bien dans ton jeu et tu vas te faire des amis. Voilà. Donc, je Mm. suis à fond sur les groupes. Et pour qu'un groupe marche, en fait, il faut que ce soit homogène. Ouais. Donc voilà, c'est de la difficulté. Voilà, parce qu'en fait, eux ici, même, tu vois, le mari et la femme, ils veulent être dans le même groupe. Donc la femme, en gros, elle fait que des airshots et le mari, il joue troisième série. Ouais. Mais ils veulent jouer ensemble, ils veulent être dans le même groupe. Alors je leur ai dit, ben non, c'est Mm. pas, tu vois, c'est pas jouable, quoi. Mm. Ça va pas le faire. Tu Mm. vois, mais bon, donc faut faire de la pédagogie. Il faut faire de la Ouais, évidemment. pédagogie, mais c'est bien. C'est un rôle que j'aime bien. Mm. Voilà. Donc Donc, ouais, faut casser les codes. donc toi, tu interviens quand même sur le terrain sur des groupes. Alors moi, actuellement, en terrain, je fais 25 heures. Jamais plus de 25 heures de terrain par semaine Mm. sur 5 jours, hein. Moi, je travaille du dimanche au Mm. jeudi sur le Mm. cours, hein. Dimanche au jeudi. Vendredi, samedi, je suis jamais sur le terrain. Après, j'ai toute une partie administrative. Mm. Donc là, on a ce qu'on appelle un retainer fee, un fixe pour la partie administrative. Après, donc, j'ai mes cours indiv, où là, c'est un tarif qui est fixé par le club, c'est pas moi qui fixe le tarif. Donc, Mhm. nous, en tant que tennis directeur avec mon collègue, on est payé, enfin, on facture 850 Hong Kong dollars l'heure. C'est à peu près 110 euros, 120 euros. Mm. Mm. Donc là-dessus, il y a une commission qu'on paye au club et à notre agent. Donc nous, on récupère environ 70% de la somme. Ouais. Le reste, c'est réparti entre le club et Tennis Asia, la compagnie qui nous emploie. Mm. Et après, moi, comme je suis responsable du programme adulte et que c'est moi qui gère tous les groupes, je suis commissionné sur le chiffre d'affaires mensuel Mm. Mm. des cours adultes. Mm. Voilà. Donc, je suis commissionné à hauteur de 12,5% sur le chiffre d'affaires. Mm. Donc, c'est une grosse partie de mes revenus, ça. Mm. Voilà. Donc, en gros, en terrain, je fais 25 heures avec un div, je fais 8-9 heures d'un div.
collectif adulte, j'ai 8 heures par semaine. Mm. Et le reste, c'est du programme junior. Mm. Donc, j'ai 4 groupes de juniors sur 2 après-midi, en fait. Mm. Voilà. Et Ok. puis, j'entraîne une équipe le soir, le lundi soir. Mm. Une équipe qui joue la ligue, à savoir que la ligue ici, à Hong Kong, c'est que du double. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui Ouais. veulent jouer, Ouais. il n'y a pas assez de terrain. En Mm. fait, ici, on vit la situation qu'on vivait en France. Bon, je sais pas de quelle année tu es, toi. Tu es visiblement beaucoup plus jeune que moi. 93. Moi, je suis 93. 93, d'accord. Ouais, donc je suis 71, moi, tu vois. Donc je suis, je suis un peu plus âgé. Donc moi, j'ai connu le tennis dans les années 80. Et dans les années 80, bah, c'était la folie, quoi. Ouais. Moi, dans mon club, nous, on n'avait pas le droit d'aller sur les cours de tennis. Ouais. Ouais. C'était réservé aux adultes. Mm. La seule moyen qu'on avait d'accéder à un cours, c'était si les adultes nous voyaient jouer au mur, ils voyaient qu'on se démerdait bien, tu vois, qu'on fracassait bien la boulette et tout, Mm. et que le mec, il avait son partenaire qui était en retard, Ouais. hop, il venait de te chercher au mur, tiens, viens taper avec moi, quoi. Mm. Mais sans ça, t'avais pas, tu vois, il y avait 6 cours à l'époque dans mon club. 4 cours, c'était seulement pour les adultes. Les enfants n'avaient pas le droit d'y jouer, sauf s'ils étaient invités par un adulte. Et il y avait 2 autres cours qui étaient réservés aux familles. Donc là, tu pouvais venir jouer, mais avec ton père ou ta mère. Mais bon, moi, mon père, il jouait pas. Ma mère non plus. Mm. Donc voilà, c'était, tu vois. Et Ouais. c'était pas spécifique à mon club, hein. C'était Ouais, quasiment partout. dans tous les Partout. clubs comme ça. Tout, Mm. parce que tout le monde voulait jouer. Voilà. Il y avait un engouement terrible pour le tennis. Mais bon, à l'époque, si tu veux, la situation, elle a rien à voir avec maintenant. Tu vois, maintenant, il y a tellement d'activités différentes, il y a tellement de trucs, les salles de Ouais. sport, le sport, le fitness, le Zumba, Ouais. l'aquagym et tout. À l'époque, il n'y avait pas 36 activités. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mm. là maintenant, on a le pickleball qui arrive là. Mm. Enfin moi, voilà, le pickleball, je regarde ça, alors ça m'intéresse parce que je vois qu'il y a un engouement fou, dingue là-dessus. Mais je me suis posé la question dans mon livre, le pickleball, en fait, c'est antérieur au paddle, hein. Ça a été créé en 65 aux Mm. États-Unis. On n'en a jamais entendu parler, ce truc-là. Pourquoi on en entend parler maintenant? Parce qu'en fait, pourquoi ça a beaucoup de succès aux États-Unis? Ça n'engage que moi, ce que je vais dire, hein. Ouais. Mais pourquoi ça a du succès aux États-Unis? Tout simplement parce que là-bas, en Amérique du Nord, les gens sont tous en surpoids. On va dire 60-70% des mecs, ils peuvent plus bouger. Et donc, ils savent quand même que c'est important d'avoir une activité physique. Mm. Et le pickleball, en fait, tu mets un mec à -30, tu mets une ménagère de 50 balais qui a jamais fait de sport et qui a jamais touché une raquette en face, eh ben, tu vas pas voir la différence. J'exagère, hein. Mais le Mm. mec à -30 et la ménagère, tu vas pas voir la différence, quoi. Il joue pas, il joue pas. Et puis, comme on disait par rapport aux personnes, au nombre de personnes qui veulent jouer, c'est des petits terrains avec quatre Exactement, personnes dessus. Donc, d'un point de vue occupation du exactement, terrain, c'est top. exactement. Et en fait, tu t'amuses très vite. Il n'y a pas Ouais, besoin, même si tu es vraiment anti-doué, raquette en moins, que tu n'es pas coordonné, t'as aucune dissociation, tu vas t'amuser à ce truc-là. ouais, Ce qui est impossible au tennis, ouais. ce qui est beaucoup plus dur au paddle, et ce qui est, tu sais, moi, je suis un adepte des raquettes en bois sur la plage, là, parce que bon, moi, à Ah Hong ouais. Kong, Ah, on a les plages. beach tennis, mon pauvre, c'est. Alors, pas le beach tennis, hein, pas Ah, les raquettes en bois, tu sais, en ah bois de oui, laine, là, et tu as la tranquille. petite balle de Ouais, squash, et puis ouais. tu fais du volley-volley, hein. Hmm. Moi, j'adore ça. Avec ma femme, chaque fois qu'on va à la plage, on y joue. Et je me souviens une fois, on était en vacances sur une plage, et là, il y a des gens qui nous voyaient jouer, tu vois. Bon, on est coach, alors on maîtrise un minimum, Oui, tu vois. oui. On peut faire qu'un 50 échanges, quoi. Donc, les gens pensaient que c'était facile. Ils venaient nous voir, ah, on peut vous en prêter vos raquettes et tout. Démarre. Hmm. Ça, Ils n'arrivaient pas à jouer, donc. ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire, hein. De la voler Voilà. pour un débutant. Voilà. Donc je vais les voir, je leur explique, je dis mais comment vous faites et tout. Je dis bon bah déjà on est coach de tennis et tout, mais après je leur donne 2, 3 trucs et tout, puis ils ont commencé à se marrer, tu vois, à prendre un peu de plaisir. Mais ça c'est beaucoup plus technique quoi. Ça, c'est clair. Ah, ça. Mais après, je pense que c'est ce qui fait que ça plaît aussi pour le padel. Parce que le padel, finalement, le fait qu'il y ait les vitres, qu'il n'y a pas au pickle, le fait qu'il y ait les vitres, ça continue l'échange. Même si tu l'as loupé, Exactement, t'imagines? exactement. Et ça. Et tu vois, je me faisais la réflexion là il y a quelques mois, mes élèves ils étaient en retard. Donc, j'étais assis, je regardais des gens qui jouaient. Ils avaient réservé un terrain, ils étaient quatre, visible, deux mecs, deux nénettes. Et d'une trentaine d'années, tu vois. Et bon, des débutants, hein, des gens qui, ah, mais ils ont passé, mais écoute-moi, je pense qu'ils ont passé 3 quarts d'heure à ramasser les balles sur 1 heure.
Ils jouent Ils pas. n'ont pas fait Ils trois jouent pas. échanges. Ils jouent pas. Et C'est ces un truc de mecs-là, tu dingue. les Alors, auras. Ces mecs-là, on les aura pas la, au tennis, hein. la chance qu'on a à Hong Kong, c'est qu'il fait 30 degrés. Donc, si tu veux, tu fais la même chose dans mon ancien club, l'hiver à Soisy, où il fait moins 10 degrés, Ouais, mais tu reviens pas, mon matin. c'est clair. Tu le fais qu'une fois. C'est clair. Tu le fais qu'une fois, tu le fais pas deux. Ouais, c'est clair. Et du Et coup, donc, est-ce le pickleball, pour revenir au pickleball et au paddle, l'avantage, c'est qu'en fait, tout est fait, enfin, c'est facile de, un, tu fais des échanges rapidement, et deux, au paddle, c'est fermé. Donc, tu perds pas de temps à ramasser les balles, tu vois, ça va vite. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et vous, justement, vous en avez de ça? Alors, le paddle, on n'en a pas. Enfin, on a sur Hong Kong, je vais te dire précisément, il doit y avoir quatre ou cinq pistes de paddle, tu Hmm. vois. Donc, c'est très Hmm. confidentiel. Par contre, le pickleball, ça a un engouement de dingue. Là. Ça commence parce qu'en fait, tu peux les mettre dans les gymnases et tout, tu Ouais. vois. Hmm. C'est Hmm. facile à installer. Donc, ouais, là, ils commencent à nous faire chier, les gens du club. Là, ils veulent convertir un terrain de tennis en pickleball. Ouais. Tu vois. Donc là, on a eu une réunion il y a quelques semaines et on s'est mis d'accord. OK, on va tracer des terrains de pickleball sur le terrain de tennis. On a un terrain de tennis en dur. Ouais. Et on va offrir la possibilité aux joueurs de pickleball de pouvoir réserver le terrain entre 9 heures et midi tous les jours, du lundi au vendredi. Hmm. Donc ça peut être réservé par des joueurs de tennis ou par des joueurs de pickleball. Si c'est des joueurs de pickleball, bah, ils mettent on baisse le filet et puis ils jouent au Ouais. pickleball. Ouais. Et puis si c'est des joueurs de tennis, bah, ils jouent au tennis. Alors les joueurs de tennis gueulent, ouais, mais putain, il va y avoir des lignes, on va pas pouvoir jouer. Et je leur dis, attendez les mecs, moi j'ai connu les gymnases multisports en France, là. Ouais. On Il y a était bien partout. content de jouer là-dessus l'hiver quand il faisait -15 et que c'était chauffé, tu vois, on s'en foutait, il y avait 15 000 lignes. Bon, mais alors Mais c'est d'un vrai que point de c'était vue du taraf. pareil, ça, c'est des arguments, tu vois, tu peux de suite les contrer d'un point de vue pédagogique. Je trouve ça hyper intéressant pour visualiser les Ouais, zones à toucher, par exemple. Tu vois. voilà, voilà. Là, je sais que Ouais, les ouais, élèves, moi, qui me disaient tout le temps c'est vrai. ça, oui, mais il y a trop de lignes, Mm, parce que nous, en France, quand même, je vois beaucoup de clubs qui ont tracé le 18 mètres, par exemple, pour justement avoir ces mm, facilités de travail avec les enfants. Mais du coup, les adultes, ah oui, mm, mais il y a les pointillés maintenant. Oui, je dis, mais justement, joue au-dessus des pointillés. Ça te fait un repère visuel. mm, Ah oui, c'est vrai, mm, pas con. Ben oui, mm, mm, hein. mm, Toujours une mm, vision positive de ça. Bon, on mm. enchaîne. Et de toute façon, Ouais. c'était l'objet principal, mais il fallait fixer le cadre. Comment tu en arrives, du coup, en mai 2023, à sortir un livre? Alors, écoute-moi, ce projet que j'avais, euh, bah déjà, moi, je suis vraiment un passionné de tennis. J'aime lire les trucs de tennis. J'aime tout ce qui concerne l'enseignement, l'histoire. Et je suis un Hum, passionné d'histoire. D'accord? Pas seulement l'histoire du tennis, l'histoire du sport en général. hum, Et en fait, je m'étais aperçu qu'il y avait eu beaucoup d'ouvrages qui avaient été écrits sur l'histoire du tennis, beaucoup d'ouvrages qui avaient été écrits sur la pédagogie, mais rien pour faire le lien, tu vois, sur l'évolution, l'histoire de l'enseignement, rien n'avait été écrit là-dessus. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, j'ai envie d'écrire un livre, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Et en fait, j'ai contacté la FFT. À l'époque, j'avais Marc Renou qui était toujours là-bas, responsable du club fédéral des enseignants. Marc, on se connaissait bien puisque quand j'étais formateur, donc hum, j'étais souvent à la Fédé à l'époque. Comment dirais-je, il est venu à Hong Kong, il est venu me voir à Hong Kong lors d'une visite fédérale. Là, ils étaient en Chine, ils avaient fait un stop à Hong Kong, donc on avait mangé ensemble et tout. Donc on se côtoyait et donc je l'ai appelé, je dis voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec des personnes, me faire un fichier et tout. Et Marc, il avait été très sympa, il m'avait dit écoute Nico, c'est hyper intéressant, c'est un sujet vaste, bien sûr. Donc il m'avait donné un petit fichier Excel avec quelques personnes à contacter, des référents, tu vois. Et donc j'avais commencé à contacter ces gens et puis voilà, les mecs étaient très réceptifs. Donc, voilà. Et puis est arrivé, donc ça c'est en 2019 hein, que j'ai démarré ça. En 2000, ouais, ce projet-là, je l'ai eu en 2019. Il hum, démarrait vraiment en 2019. Et est arrivé le Covid en 2020. hum, hum, Début 2020, Covid. Et donc Covid, nous sur Hong Kong, on n'a jamais été confinés, c'est-à-dire qu'on avait le droit de sortir. hum, On avait le droit de sortir, bon, il fallait porter le masque et tout. Mais par contre, on s'est retrouvé en cumulé, en tout, je crois on est resté 8 mois sans travailler. hum, hum. 8 mois sans bosser. Donc, tu t'imagines, quand tu es hyper actif et tout, 8 mois sans bosser, c'est. Donc, du coup, bah, moi, j'en ai profité
pour bosser mon livre, tout simplement. Donc, Ben j'ai fait des interviews. Tous les gens étaient dispo, puisque en oui. France, ils étaient tous confinés. Mm, Donc, moi, j'appelais les mecs, j'ai interviewé une centaine de gars. mm, Une centaine de gars. J'ai eu Louis Borfiga, j'ai eu Patrice Boss, tous ces mecs-là, comment ils s'appellent, Trevor Allan, Alain Cassaigne, Pierre Chéret, Patrick Claas, Jean Couvercel, le mec de Tennis Magazine, Pierre Darmon, mm, Odile de Roubin, Georges Degnaud. mm, Tu vois, j'ai réussi. Alors, c'était pas facile à rentrer en contact avec tous ces gens-là, mais j'ai fini par rentrer en contact avec eux. Et voilà, après, je rebondissais sur d'autres personnes. Dominique Peu, Gaël Lovera, Jean-Claude Massias, enfin, des gens qui ont été des TN, des gens qui ont été des, ouais, des, des ouais, entraîneurs renommés, des coachs renommés. Sam Sumik, Brigitte Simon, Anne-Marie Rouffon, voilà, tu vois, énormément de gens. Euh, et également Régis de Camaret, tu vois, bon, qui était quand même dans les années 80. Je ne sais pas si toi mm. Non, non. tu as connu Régis de Camaret, mais à l'époque, c'est lui il avait toutes les meilleures joueuses. Et il était hors giron fédéral, hein. Régis de Camaret, il n'avait pas le BE en fait, hein. Mm, Il n'était pas enseignant, enfin, il n'était pas officiellement BE. mm, Mais toutes les joueuses s'entraînaient chez lui. Bon, après, il y a eu des affaires de mœurs. Donc là, je ne rentre pas là-dedans, mais ça m'intéressait vraiment comment te dire, de rentrer en contact avec lui parce que pour moi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas occulter dans le paysage, hein. mm. Voilà, il avait Tosia, il avait Demongeau, il avait toutes les meilleures joueuses à l'époque. Et donc, c'est un gars qui avait des méthodes. Voilà, il m'a expliqué un petit peu son histoire. C'était hyper intéressant, hyper intéressant. C'est un gars qui a observé aussi. Voilà, à la base, il n'était pas du tout fait pour le coaching. Tu vois, il avait sa boîte de gardiennage de villa sur la Côte d'Azur. Mm. Et puis un jour, voilà, il s'est retrouvé avec une villa où il y avait des mecs qui jouaient au tennis. Il préparait la Coupe Davis, l'équipe d'Italie. Et puis voilà, il a commencé à rentrer en contact avec les mecs. Et c'est comme ça, voilà. C'était hyper intéressant de discuter avec lui. Bon, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit que c'était politiquement incorrect de Oui. discuter avec ce monsieur, pour ce qui s'est passé par la suite. Maintenant, moi, on a discuté, on a parlé tennis, et il a été très, comment te dire, très courtois et très, très professionnel. Et voilà, voilà, c'était très intéressant de discuter avec lui. Donc, Voilà. du coup, tous ces échanges-là, Donc, tous ces échanges-là, moi, au départ, mon idée première, c'était de faire un livre sur l'histoire de l'enseignement de 1924 à 2024. Mon idée, c'était de oui. pouvoir publier pour les Jeux de Paris, de Paris à Paris. Et quand j'ai commencé à travailler, quand il y a eu le Covid, là, j'ai travaillé avant, je me suis dit, putain, mais il s'est passé plein de trucs avant. Je peux pas démarrer en 1924, c'est pas possible. Mm, Donc, j'ai démarré beaucoup plus tôt. mm, Et comme j'ai pu avancer le livre très, très vite à cause du Covid parce que j'avais rien à faire. mm, Et je me suis dit, mais Nico, pourquoi tu publierais pas ça pour les 40 ans de la victoire de Noah? Parce qu'en fait, Noah, il a gagné Roland-Garros le jour de mes 12 ans, le 5 juin 83. Je suis du 5 juin 71. mm, Et moi, à l'époque, ça faisait un an que je démarrais le tennis. J'ai démarré le tennis en juin 82. Tu t'imagines? mm. Démarre le tennis en juin 82, juin 83, le jour de mon anniversaire, Noah, il gagne Roland-Garros. C'est la folie, Incroyable. quoi. Ouais, Tu ouais. vois. Et donc, je m'étais dit, putain, je vais vraiment essayer de le sortir pour les 40 ans. Et j'ai essayé de rentrer en contact avec Yannick Noah. J'ai pas réussi. Malheureusement, j'ai pas réussi. J'étais en contact avec AG Lower, j'étais en contact avec Jean-Claude Massias, qui le Mm, connaît bien, avec Jean Couvercel, Jean Couvercel, pardon, qui le connaît bien. Et bon, j'ai pas eu l'occasion de rentrer en contact avec Yannick parce que je voulais lui demander qu'il me fasse la préface de mon livre. ouais, ouais. Mais voilà, ça a pas pu se faire. Et en fait, donc mon livre, très vite, j'ai fait un plan parce que bah, j'avais une méthodologie, moi, comme j'ai fait histoire, Mhm. et j'avais l'habitude de faire des mémoires pour le BE2. J'ai fait 2 mémoires. Donc en fait, le plan, il était pas tout tracé parce que c'est pas non plus, c'est un gros boulot, hein, voilà.
Donc j'ai fait mon plan et puis après je me suis inscrit, j'ai eu accès à toutes les archives de tous les journaux depuis 1870-75. Les archives. Donc j'ai consulté, donc c'était un travail de dingue. Mm. Tu vois, je consultais les journaux, je prenais des notes, je faisais des synthèses, je rebondissais à droite à gauche. Il fallait que je comprenne les choses parce que des fois, bah, c'était, tu vois, quand t'es pas dans le contexte de l'époque, Ouais, c'est difficile ouais. Mm. de comprendre les articles. Mhm. Donc ça, c'était le boulot le plus difficile. Et puis toutes mes archives à moi, et voilà quoi. Et puis bah, j'en suis arrivé. À un moment donné, il fallait que je finisse le livre parce que Mm. bah, je pourrais continuer encore. C'est un puissant fond en fait, hein. Mm. Mm. Et donc j'ai mis un terme, j'ai mis un terme en ouvrant des perspectives. Et justement, je parle à la fin du paddle et du pickleball Mm. et je donne un peu mon avis et voilà. Et l'enseignant de tennis, en fait, en France, la conclusion, c'est de dire que bah, j'ai j'ai un peu mal au cœur parce que nous, les Français, on a quasiment la meilleure formation, hein. Les coachs de tennis français sont particulièrement bien formés, même si on entend à droite à gauche que le DE, c'est pas ce que c'était, le BE, c'était bien mieux avant et tout ça. Pour moi, tout ça, c'est des conneries, c'est des faux débats. Ouais. Euh, Maintenant, la différence, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui veulent rentrer en formation. On fait rentrer un peu de tout le monde et tout et n'importe qui, Mm. Mm. tu vois. Et en fait, le problème, c'est que la plupart ne sont pas vraiment motivés pour, pour faire ça sur un long plan de carrière, si tu veux. Ouais. Et donc, on le voit, ils abandonnent rapidement. Les enseignants de tennis, là, actuellement, les mecs ont une durée de vie de 5 6 ans, quoi. Tu vois, au bout de 5 6 ans, ils Ouais, font autre chose. Pourquoi? Parce que c'est j'aurais même dit trois, tu vois. Mais Ouais, voilà, tu vois. Et mais pourquoi? Parce c'est. qu'en fait, bah, il n'y a pas de reconnaissance du tout, en fait. On n'est Mm. pas reconnus, nous, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me souviens, quand j'étais en France, les mecs me disaient, ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah, ouais, mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, ouais, tu vois, Ouais. c'est pas un métier, quoi. Ici, c'est coach. Ici, t'es prof de pêche, il y a des profs de pêche ici. Il y a des mecs qui prennent des leçons pour apprendre à pêcher. Péché. Eh oui. Il y a des profs de tout. Il y a des profs de tout. Il y a des profs de pêche, il y a des profs d'échecs, il y a des profs, ouais, il y a des profs de tout. Et voilà, les gens ont envie d'apprendre. Les clubs sont très bien structurés. En France, je dis pas en France que les clubs sont mal structurés. Je dis que l'enseignant est pris un peu pour un con entre guillemets. Je Mm. devrais pas dire ça, hein, mais l'enseignant il est pris pour le mec à tout faire. Mm. Et il n'est pas reconnu. Et il n'est pas reconnu. Et moi, je pense qu'il faudrait remettre l'enseignant sur le devant de la scène. C'est-à-dire que l'enseignant, il devrait être intéressé à la politique fédérale. Ça devrait être lui, l'enseignant et le président qui votent et le président du club qui vote pour le président de de la Fédé, Ouais. tout simplement. Ouais. Voilà. Il devrait être professionnalisé, c'est-à-dire que maintenant, avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, avec tu vois, le marketing et tout, le gars, il doit pouvoir faire sa communication, et non pas attendre que tout vienne d'en haut de la Fédé, tu vois. Parce que chaque territoire est différent, chaque club est différent. Tu vois, Mm. dans le 92, par exemple, on a énormément de clubs. Qui sont gérés comme des entreprises. C'est des gros clubs, tu vois, les clubs comme Levallois, Mm. comment dirais-je, Boulogne, tout ça, c'est des clubs usines, quoi. Mm. Tu peux pas comparer avec l'Essonne. Moi, je viens de l'Essonne. C'est que des petits clubs en Essonne. C'est des petits clubs. Alors là, pour le coup, la loi 1901, ouais, Mm. c'est ça, tu vois. C'est limite si on n'a pas de club house ou quand on a un club house, il est ouvert Que quand le quelques prof, heures que quand le par prof est jour. là. Il est ouvert que quand Tu le prof vois, est là. Ouais. voilà. Et le mec, quand il vient faire sa partie, il a envie d'aller aux toilettes, bah, il peut pas parce que c'est fermé, quoi. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait que, voilà, l'enseignant, il est dans une situation de précarité. Voilà, Mm. c'est le mot que je trouve. L'enseignant français, il est, c'est une Rolls-Royce, en fait. Il a plein de connaissances, il a plein de choses, il a une bonne formation, mais il vit dans la précarité.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça parce que En parallèle, on est complètement perdu. Il y a les initiateurs, il y a les CQPMT, il y a les éducateurs. À un moment donné, on a changé toutes les terminaisons. Hum, Tu vois, on n'a pas de truc. L'ancien BE, c'était brevet d'état d'enseignant sportif. hum, hum, Ça voulait dire brevet d'état d'enseignant sportif. Après, à côté de ça, tu avais les initiateurs, tu avais les éducateurs de club. À la fin, finalement, on est tous des éducateurs, quoi. hum, On est tous des éducateurs. Donc, pourquoi il y en aurait qui auraient le droit de travailler à temps plein et d'autres pas le droit de travailler à temps plein? Tu vois? On a un peu noyé tout le monde. Les gens, en fait, finalement, moi, il y a des gens, dans mon club, ils étaient très contents avec mon initiateur. Ils hum, étaient très contents. Ils voulaient pas aller avec le B. hum. Ça se passait très bien avec l'initiateur. Ouais. Tu vois, pourquoi faire comment te dire, des démarcations comme ça et voilà. Et puis, c'est pas spécifiquement lié au tennis, tout ça, hein. C'est que le travail en France, il coûte cher. Tu vois, toutes les entreprises, elles sont dans le même truc avec toutes Ouais. les charges patronales. Tu vois, tu donnes 1 500 € à un mec, à la fin, ça va te coûter 3 000. Ouais. Donc, tu voudrais bien lui donner 2 000, mais tu peux pas parce que ça coûte trop cher. Mhm. Mhm. Voilà, donc on a un système, je pense, qui a repensé complètement, à la fois politique, à la fois économique, à la fois, voilà, Mhm. on doit repenser notre système. Ça, et ça, en fait, on n'y prend pas garde, mais les Chinois, tu vois, moi, je suis ici, bon, Hong Kong, enfin, c'est pas la Chine, si, c'est la Chine. Même si les Hongkongais, ils se différencient un peu des Chinois, mais à la fin, ça reste des Chinois. On pense que ces gens-là, c'est des communistes, tu sais, ils vivent, ouais, mais en fait, ils sont capables de changer de modèle très rapidement. Ils sont complètement pragmatiques, les Chinois. Si un truc ne marche pas, ils vont faire un virage à 180 degrés. Mhm. Quand tu vas à Shenzhen, là, mais tu hallucines, mec. Tu Mhm. as l'impression, on te ferme les yeux, on t'emmène à Shenzhen, on t'ouvre les yeux, tu dis au gars où est-ce que t'es, tu vas lui dire, je sais pas, je suis quelque part en Australie ou aux États-Unis, tu vois. Non, t'es en Chine. Tout est hyper nickel, propre. Les bus, les voitures, tout est électrique, tout est à l'heure, les gens sont sympas, les gens ont la banane, Mhm. il y a personne qui te fait chier dans la rue. Enfin, c'est une autre vie. C'est une autre vie. On est vraiment sur, tout va très vite, tout va très vite. Plus d'argent, c'est terminé. Il n'y a plus d'argent là-bas. Ouais. Tout passe par l'application, tu vois. Ils ont Ouais. tous le truc, bing, bing. Moi, la première fois que je suis allé à Shenzhen, on a changé du pognon avec ma femme. J'arrivais pour prendre un taxi, le mec, il me regarde comme ça, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il voulait pas prendre mes cash, quoi. Il me Ouais. dit, mais non, non, et c'est de limite s'il m'a pas engueulé, quoi. Ouais. Tu vois. Et nous, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Et voilà. Et en fait, nous, les Occidentaux, là, on les prend pour des cons, mais ils ont 15 ans d'avance sur nous. Complet. En fait, on les prend pour des cons parce qu'on les connaît pas. Mhm. Ils ont 15 ans d'avance sur nous. Ils vont nous bouffer, les Chinois. C'est Mhm. déjà fait, hein. Moi, j'en suis C'est convaincu. déjà fait. Ah Et, ouais. par contre, tu as dit quelque chose qui est très juste, encore une fois, et que je vois avec toutes les personnes qui partent de France et qui vont enseigner à l'étranger, le diplôme français est hyper bien reconnu. Et comme tu Alors, non seulement il est bien reconnu parce que la formation, elle est de qualité. complète. Elle est complète. C'est-à-dire Mhm. qu'on voit le champ complet Mhm. de l'initiation mini-tennis jusqu'à l'entraînement. Et voilà. Après, moi, j'étais formateur, donc je peux te le dire. Mhm. Parmi mes stagiaires, je voyais qu'il y avait des gars qui étaient investis, qui étaient, Oui. voilà, que même si à la fin, certains n'ont pas eu le diplôme, mais pour moi, c'était des mecs qui valaient le coup et ouais, je me Mhm. faisais aucun souci pour eux. À côté de ça, j'avais des gars, je voyais qu'ils étaient là parce que ils savaient pas quoi faire et que Mhm. voilà, c'était un peu pour passer le temps. Et puis qu'ils allaient faire ça pendant 2, 3 ans et puis qu'après ils allaient rebondir sur autre chose. Mhm. Tu le vois tout de suite. Tu vois ce que je veux dire. Donc Mhm. le diplôme, c'est le diplôme. Après, il y a le diplôme et il y a ce que tu en fais du diplôme. Mhm. Mais pour te dire, en France, on est quand même, on arme quand même très très bien les futurs enseignants. Après, ce qu'ils font de leur diplôme, ça,
c'est pas du regard des formateurs, c'est pas du regard de la fédé. Ça, c'est vraiment, ouais, chacun. Tu vois, c'est comme il y a des bons et des mauvais docteurs, il y a des bons et des mauvais avocats. Ouais, Ah, voilà, les mecs, ils sont docteurs, ils sont avocats, ils ont eu le même diplôme. Bon, bah, il y en a qui vont être bons, il y en a qui vont être investis, il y en a qui vont être professionnels, et puis il y en a qui vont rien en avoir à foutre, quoi, qui vont être des tirs au flanc et qui vont faire le minimum et ouais, tirer le maximum. Voilà. ouais, ouais, Et donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est essayer de resserrer tout ça et faire la qualité dans la formation et passe par la qualité des stagiaires. mm, Voilà. Je pense qu'il faut faire une sélection beaucoup plus drastique et ouais, ne pas dire le truc est ouvert à tout le monde. Non, parce que euh, enseigner le tennis, enfin, jouer au tennis, c'est une chose, d'accord? Kiffer de jouer au tennis, kiffer de faire des tournois et tout ça, c'est une chose. Enseigner le tennis, c'est autre chose. tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux activités Il complètement faut que la barrière, différentes. et pour moi, il faut que la barrière à l'entrée, elle soit pas que par le classement. Parce que, encore une Pas fois, du tout, tu peux pas avoir du tout. quelqu'un Tout qui à est fait. très mal classé, mais qui finalement va avoir une envie, une motivation et une pédagogie naturelle qui va lui faire Voilà. être un super enseignant, tu vois. Mais regarde, alors, si tu veux parler de haut niveau, regarde au haut niveau combien il y a de coachs français qui bossent avec des joueurs étrangers. Et des Hum, coachs français qui n'ont jamais fait de haut niveau. Hein. Tu vois, tu m'as parlé de Sam Sumik. Sam Sumik, il a été 3-6 de 6 à son max, je crois. hum. Gilles C'est un très bon Servara. niveau de tennis, hein. C'est un Gilles très bon niveau de Servara. tennis. Mais Gilles Servara, coach de Medvedev. j'ai- Il n'a même pas le alors, D. Gilles Servara, je crois qu'il a été -2, un truc comme Non, ça. mais il n'a même pas le DE. C'était Ouais, pour dire ça. ouais. Tu vois? Mon pote Guillaume Père, je crois qu'il a été à 2-6 maximum, tu vois. Bon, voilà, c'est des mecs qui ont été sur le circuit, qui sont toujours sur le circuit d'ailleurs, et qui ont eu d'excellents résultats. Hum, Et voilà, et il y en a plein de ces gars-là. Il y en a hum, plein. ouais. Hum. Pour Donc après, faut pas non plus, on peut pas non plus tout mélanger. Si tu veux, il y a le haut niveau, oui. d'accord, Hum, et il y a l'enseignant de club. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. hum, C'est deux métiers complètement différents. Et je dirais même au niveau du club, ça dépend dans quel club tu enseignes, mais c'est pareil, il y a des distinctions. Il y a des gens qui sont plus sur l'entraînement, il y a des gens qui vont être plus sur l'initiation, oui. il y a des gens qui vont être plus sur le récréationnel adulte. Tu vois, moi, j'adore m'occuper des adultes. C'est mon kiff, ça, des adultes qui n'ont jamais joué au tennis. Oui. J'adore les prendre. Tu vois, j'adore les prendre et les faire, voilà, leur donner du plaisir au bout de quelques leçons. Ça, Hum, c'est quelque chose que j'aime parce que je vois directement le résultat. L'entraînement, ça peut être très frustrant parce que l'entraînement, c'est quoi, finalement, c'est quoi le résultat? C'est le match, hein. mhm, Pas d'autre chose. Tu as performé en match ou tu n'as pas performé. hum. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu peux être un excellent joueur et puis, putain, et puis quand tu arrives en match, il se passe rien. Pourtant, à l'entraînement, tu t'entraînes bien, hein, tu fais tout ce qu'il faut. Et puis, tu as, la barrière, tu vois. Hum, hum, Donc après, on est sur le truc mental et tout ça. Moi, j'avais discuté avec Sam Sumik et Sam Sumik, il me dit, mais attends, faut arrêter les conneries. Il me dit, le mental, il n'y a aucun mec dans les 500 là qui a pas de mental. Ils ont tous hum, c'est monstrueux de jouer au tennis et d'être top 500 déjà. hum, hum, D'accord? Ce qui fait la différence, c'est pas le mental. C'est juste que c'est les choix tactiques. C'est, voilà, c'est un peu la réussite. Tu vois, il me dit, il y a aucun de ces joueurs qui est débilement. Il me dit à entendre les journalistes et les mecs à droite à gauche, on croirait que tous les joueurs de tennis français sont débiles mentaux. Et non. ils sont pas débiles mentaux. Hum, C'est juste que voilà, il y a des fois ça passe et ça casse. Et puis voilà, tu fais les mauvais choix ou pas au mauvais au bon moment. C'est juste ça, quoi. c'est clair. C'est clair. C'est Tu d'une vois ce que je veux dire? complexité et c'est ce qui fait que je trouve ça intéressant dans le côté haut niveau, voire très haut niveau. On en avait parlé avec Petar Popovic sur l'interview. Il y a une Mhm. différence vraiment entre le haut niveau et le top du top, quoi. Mais Bien c'est sûr. le fait d'aller chercher justement ces détails-là, chose que tu vas pas chercher quand tu es enseignant de club, que tu es dans l'initiation de la perfectionnement. Ce qui n'est pas... Voilà. Alors, tu vois, voilà, je rebondis avec toi sur le haut niveau parce que je me souviens d'une séance en BE2, une séance en salle, et en fait, on était en train de discuter qu'est-ce que c'est pour vous le haut niveau? C'est quoi? Quels sont pour vous les joueurs qui font du haut niveau? Et en fait, à la fin, bah, on s'est aperçu que tout le monde avait une définition complètement différente. Hum, hum, En fait, on s'est tous mis d'accord à la fin, on s'est dit, bah ouais, le haut niveau, en fait,
Alors, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais à la fin, le haut niveau, qu'est-ce que le haut niveau? Bah, tu rentres régulièrement dans les tableaux finaux des grands chelems. C'est ça le haut niveau. Mm, Tu vois? Alors là, dis donc, tu rétrécis vachement. Ça veut dire qu'en fait, le haut niveau, il y a que 100 mecs, en fait, au haut niveau. mm, Il y a que 100 mecs qui font du haut niveau dans mm, le monde. mm, mm. 100 mecs et 100 nénettes. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que enfin, le mec qui a -15 pour moi, putain, il fait, ben non, non, il fait pas du haut niveau, le mec qui a -15 il galère, tu vois. Il galère parce que, bah, ok, il va faire des tournois, des tournois, il va gagner un peu de pognon, il va faire quelques cours et tout, mais à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, Qu'est-ce qu'il ouais. va faire? Mm, mm, Tu vois? Ma femme, elle a été à -15 donc je peux t'en parler. mm. Bon, ben voilà, aller sur le tour, c'était trop cher. Elle l'a fait 6 mois, elle a arrêté. Et donc après, elle faisait que les CNGT et tout. Mais alors, c'est bien, super expérience. Elle est allée dans les quatre coins de la France. Ouais, C'est pas ça qui va te donner un métier, tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est clair. Alors oui, elle a fait des rencontres, elle a rencontré du monde, elle a visité des clubs et tout. Ça a été très utile par la suite. Mais voilà, ça reste limité. Ouais, Donc c'est frustrant. Le tennis, c'est un sport frustrant parce qu'en fait, si tu compares au foot, n'importe quel bras cassé au foot dans l'équipe de Ligue 2, il est remplaçant, il a son salaire fixe. Tu ouais, vois, il va pas mettre les pieds. Enfin, quand je dis bras cassé, oui. je, Il est quand même pro. entre Ouais. guillemets, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de foot, quand Mm, bien même ils sont en Ligue 2, voire même en national. Hein. mm, mm, Pour mm. moi, ça reste des athlètes. Mais en fait, ils ont un salaire fixe. Ça n'existe pas au tennis, il n'y a pas de salaire Ok. fixe. Ouais. Mm. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Et en fait, là, bah, j'espère qu'il y a ouais, il y a des gens qui nous écoutent, évidemment, qui vont nous écouter. Il y a plein de choses à faire pour tous ces joueurs qui sont pas pris en charge par la Fédé, qui ont un excellent niveau et qui sont borderline, en fait. C'est d'essayer de se rapprocher de fédés extérieures. Tu vois, ici, par exemple, à Hong Kong, c'est une petite fédé, Mm. mais il y a pas mal de choses à faire. Tu vois, les mecs pourraient venir s'entraîner avec les locaux, faire des tournois ITF en Asie, où le niveau, il est vraiment très, très bas, Mm. comparé en Europe. Tu vois, tu peux pas comparer. Ouais, ouais, C'est facile ouais. de faire des points, c'est facile de prendre des points. Enfin, facile, c'est jamais facile, mais beaucoup plus facile de prendre des points en Asie qu'en Europe. Mm. Tu vois. Et donc, il y a peut-être des passerelles à faire là-dessus. Et en plus, ça permet aux joueurs de s'acclimater aux conditions chaudes, aux conditions humides, parce qu'en fait, quand les mecs s'entraînent, préparent l'Australian Open au CNE dans les couverts chauffés, si tu veux, tu te dis à un moment donné, il y a peut-être mieux à faire, quoi, tu vois, Mm. tu vois. Là, je critique pas, hein, c'est pas une critique, c'est juste Ouais. une observation. C'est juste une observation. Mm. C'est- des... En fait, je pense qu'il faut se rapprocher, là on parle, encore une fois, on parle de performance, mais il faut se rapprocher de ce qu'on va vivre le jour J. Donc si en l'occurrence on est dans un environnement chaud et humide, il faut aller s'exposer à cette chaleur et cette humidité-là. Voilà. Certes, Ouais. il y a des choses qui permettent maintenant de se rapprocher de ça, il y a des chambres aussi hypoxiques et tout ça pour travailler sur l'altitude, sur le phénomène. Ouais, mais alors là, Mais rien ne remplacera les conditions, les conditions réelles. Je ne c'est sais pas sûr, si tu connais, peut-être que tu as eu est-ce que tu connais Arthur Weber? non. D'accord? Bon, ben voilà, Arthur Weber, c'est quelqu'un de très, très intéressant parce qu'en fait, c'est un gars, quel âge il a, Arthur? Il a, maintenant, il est 90, je crois, 92. Ouais. Et en fait, Arthur, il était -4 à l'époque. Il a fait un peu d'ITF en France et un peu en Europe. Et puis bon, il s'est blessé, il a arrêté. Il avait fait des études, il a fait un stage au Vietnam, stage de fin d'études au Vietnam. Et il est resté là-bas. Il a bien aimé le Vietnam, il s'est remis à jouer là-bas et tout. Et puis le Vietnam, il fait très chaud, très humide. Très humide. Il a eu l'envie de revenir sur le circuit et de faire des ITF. Et puis bing, il a gagné à 25 000 Hmm. en Indonésie. Et puis bon, il a décidé de continuer. Il est monté 300, Arthur. Il est monté 300 ATP. Donc, et en fait, il me disait, bon, moi je le connais bien, hein, et il me disait, bah, écoute, j'ai réussi à m'acclimater. Il me dit au Ouais. départ, c'était hyper dur de jouer, mais il me dit maintenant, je me suis acclimaté et, et c'est facile pour moi voilà, de jouer sous les fortes chaleurs, sous Les l'humidité. conditions. Et les Oui. mecs, voilà, comme j'ai un meilleur tennis que les locaux, bah, voilà, je fais des points, quoi. Hmm. Hmm.
Bon, ça, c'est des Hein. problématiques, ça, c'est des problématiques qui sont rencontrées par les sportifs d'endurance que je côtoie et que je Mm. vois et que c'est primordial que d'aller s'exposer dans des conditions dans lesquelles tu veux performer. C'est tout. S'il n'y a pas de secret. Voilà. Il n'y a pas de secret. Et Ouais. au final, Parce que le corps met à peu près, met environ 5 ans à s'habituer à l'environnement. Tu vois, moi, les 5 premières années, là, à Hong Kong, au bout de 5 ans, j'étais bien. Au départ, j'ai eu putain, plein de trucs. Tout le monde, on a tout le monde, tous la même chose, hein, des douleurs d'estomac parce que tu sais, t'as la clim, t'as l'humidité, t'as ouais, l'air qui est chargé d'humidité, donc tu chopes des gastro au départ, des trucs terribles, et puis bon, t'as le changement de nourriture aussi. ouais. Mais au bout de 5 ans, le corps finit par s'habituer et c'est terminé. Tu parles de venir justement, pour conclure, si on a des enseignants qui sont motivés, est-ce qu'ils peuvent Ouais. poser des candidatures spontanées et où pour justement tenter Alors, l'aventure? il y a plusieurs possibilités. Soit c'est de contacter les clubs directement. Bah, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur Internet, taper club de tennis, Hong Kong Tennis Club, et puis voilà, tu vas avoir un certain nombre de clubs. Après, donc, il y a des clubs qui recrutent les enseignants directement, mais la plupart des enseignants sont recrutés via des agences, entre guillemets. Donc, la plus connue, c'est Tennis Asia. Hmm, Donc, c'est l'agence pour laquelle je travaille. Il y a une agence qui s'appelle Michael Walker Tennis Academy. hmm, C'est Michael Walker, c'est un Anglais en fait qui a vécu longtemps à Hong Kong, qui a joué la Coupe Davis pour Hong Kong, qui a bossé pour LTA en Angleterre, qui hmm, avait bossé à l'époque avec AJ Lower, qui était le DTN. Voilà, donc il y a une autre agence qui s'appelle ATA, Australia Tennis Aces. hmm, Donc là, c'est une compagnie australienne. Voilà, il y a plein de choses. Après, moi, voilà, si les gens veulent me contacter, ils peuvent me contacter et je peux les mettre voilà, je peux leur donner plus d'infos. hmm, Alors après, il faut savoir que, attention, à Hong Kong, le haut niveau, il n'y en a pas. hmm, Il y a pas de, si, voilà, si les mecs veulent venir là pour faire du haut niveau, non, je leur dis, bah non, hmm, viens pas, quoi. Tu vas être frustré. hmm, Euh, Par contre, voilà, tu peux très très bien gagner ta vie en voilà, l'école de tennis, école de tennis adulte, école de tennis junior. Là, il y a du taf et tu vas très bien gagner ta vie parce que les salaires sont très élevés. hmm, Les coachs français sont reconnus et puis bah, la qualité de vie ici, elle est quand même c'est sympa, hein. On est en short toute l'année, hein. ouais, ouais, Moi, j'ai pas de parka, j'ai pas de survêt, hmm, tu vois. hmm. Bon, après, les Australiens et les Néo-Zélandais, eux, dès qu'il fait 15 degrés ou 20 degrés, C'est ils sont court, en hein. parka, Ouais, tu vois. Mais moufle et bonnet. Donc, bon, moi, ils me prennent pour un mutant. Mais hmm, si tu veux, quand j'étais à Soisy, par moins 10 degrés, sous mon couvert, avec la Seine à 50 mètres derrière, ouais. à 22 heures, si tu veux, donc je sais ce que c'est, quoi, d'avoir froid. C'est bon ça. Ouais, Et là, si c'était à refaire, je pense que je pourrais plus, là. Je pourrais plus refaire ce que je faisais. Non, ça, c'est pas possible. ouais. Mais il faut l'avoir Je, vécu pour apprécier encore plus ce que tu vis maintenant. voilà, je suis très content là où je suis. Alors, Ouais. attention, l'été, c'est dur, hein, il fait chaud, hein, il fait très Oui. très chaud. Hmm, Mais bon, quand il fait chaud, c'est plus facile de se rafraîchir que de se réchauffer. hmm, Tu vois ce que je veux dire? hmm, Toujours facile de se rafraîchir. Tu te prends un litre de flotte, tu te le balances sur la tronche. hmm, Voilà, tu repars. hmm, Quand il fait -15 et que tu es dehors, tu vas faire quoi pour te réchauffer? hmm. Tu cours. Compliqué. Tu cours, tu fais Voilà. la séance avec les petits, tout ça. Ouais. Et du coup, est-ce que donc d'un point de vue prérequis, on en a parlé en off, je pense que c'est intéressant Alors, d'en parler. alors, il y a deux possibilités. Parce qu'en fait, pour pouvoir travailler à Hong Kong, pas qu'à Hong Kong d'ailleurs, aux États-Unis, c'est pareil, il te faut un working visa, un visa de travail. Donc, il y a deux options pour le visa de travail. Soit tu as moins de 30 ans et donc tu es éligible au Working Holiday Visa. C'est un visa qui s'obtient en ligne Mhm, sur le site de l'immigration. Voilà. Donc, il y en a 700 qui sont octroyés chaque année aux Français, euh, sans condition, hein, sans condition du tout, juste moins de 29 ans. Euh, et puis, une fois que ton visa a été approuvé, il faut trouver un boulot. Donc là, après, une fois que le visa a été approuvé, tu as, je crois, 6 mois pour l'activer et donc trouver un travail.
Donc ça, c'est le premier, le moyen le plus facile. Et le deuxième moyen, c'est de se faire embaucher, se faire sponsoriser par une boîte existante, donc une Tennis Asia, comme vous voyez, tu vois là, le logo que j'ai, ou une autre. Et donc là, c'est eux qui vont s'occuper de faire ton visa. Et ils vont te demander un tas de, enfin, ils vont te demander, ben, c'est mieux que tu aies, faut que tu aies un diplôme de coaching, évidemment. Ils peuvent même te le faire avec même si tu es initiateur, ils peuvent t'embaucher. Il n'y a Hum, aucun souci. Il faut que ton diplôme il soit traduit en anglais par un traducteur assermenté. Il faut que tu aies un diplôme universitaire. Ça, c'est très important, hum, de façon à pouvoir court-circuiter les locaux. hum, Et comment te dire et en fait, il faut produire une vidéo de toi en action, hum, en train de donner un cours, une vidéo de 10 minutes, voilà, juste qu'ils voient que ce que tu fais, voilà, hum, avec des enfants ou avec des adultes, hum. tout simplement. Voilà. Et donc après, voilà, faut trouver quelqu'un qui va être susceptible d'être intéressé par ton profil. Alors là, moi, je te parle de Hong Kong parce que je vis à Hong Kong. Maintenant, il y a plein d'opportunités à Singapour. Ouais. À Singapour. Alors après, moi, je connais bien Singapour, hein, j'y suis allé. J'aime pas trop Singapour pour deux raisons. Ben, il fait 30 degrés toute l'année, donc il n'y a pas de saison. C'est vraiment, donc c'est la chape de plomb. Et il pleut quasiment tous les jours. Hum, hum, Alors quand je te dis pleut, c'est pas du matin au ouais. soir, hein. Il y a des grosses pluies tous les jours. Il pleut, donc d'un seul coup, tu prends une douche. Hum. Donc Ça c'est rafraîchit. assez chiant parce que ouais, ça rafraîchit, mais c'est chiant parce que ça mouille ton terrain. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, ouais. Donc et puis il y a pas, ils ont pas autant de clubs qu'à Hong Kong. C'est pas aussi bien organisé au niveau des clubs. Hum, Par contre, il y a énormément de compagnies là-bas. Il y a des Français qui sont installés là-bas, qui ont monté des compagnies et qui font du coaching dans les résidences. Parce que toutes les résidences à Singapour, ils ont des terrains de tennis. hum, Et donc, les mecs, bah, ils cherchent des coachs privés, quoi. Et voilà. Donc là, c'est très, très bien payé à Singapour. hum, Très bien payé. Il n'y a pas de taxes. Comme à Hong Kong, hein, d'ailleurs, il y a très peu de taxes. Et surtout, le logement est un peu moins cher qu'à Hong Kong. hum. À Hong Kong, maintenant, le logement est reparti à la hausse. Là, c'est devenu très cher. À Singapour, c'était très cher pendant le Covid parce que voilà, tout le monde se barrait là-bas parce que c'était resté ouvert. Ouais. Et, ouais. Mais donc, du coup, là, voilà, le logement est redescendu un petit peu. Mais ouais, Singapour, c'est une autre, comment dirais-je, une autre possibilité en Asie. Mais voilà, il faut pouvoir supporter le fait qu'il n'y ait pas de saison du tout. Tu vois, à Hong Ouais. Kong, on a quand même des saisons. On a un hiver, entre guillemets, où il peut faire 15 degrés. Ouais. On a l'été où il fait 30-35 avec 95% d'humidité. On a une saison des pluies. On a une saison sèche Ouais, ouais. qui va de la saison sèche, elle va de septembre à décembre, janvier. Tu vois, donc on a des tournois aussi. Il y a il y a deux WTA maintenant, un Hum, 125, un 250, il y a un ATP 250. Donc c'est quand même, il y a des ITF, tu vois, il y a du tennis, quoi. ouais, ouais. Il y a du tennis. Bon, j'espère que toutes ces Voilà. informations-là vont inciter ou en tout cas répondre aux questionnements que certains peuvent avoir. Mais du coup, je pense quand même qu'avec ce que tu nous as partagé, ils vont pouvoir creuser tout ça. Voilà. Euh, Bah ouais, écoute, le message, c'est vraiment la formation française. On n'a pas à rougir. On est très bien outillé pour aller partout dans le monde ouais, ouais, et si tu veux, euh, l'enseignant français, il est capable de s'adapter partout dans le monde et très vite d'avoir du succès hum, de par sa formation, qui est, qui est, comment dirais-je, décriée en France, hein. Je sais je sais qu'elle est beaucoup décriée, la formation, mais en fait, en France, on va pas voir ailleurs. hum, Et quand tu vas voir ailleurs, tu te rends compte finalement que non, en fait, notre formation, elle est très bonne. c'est top. Elle est très bonne. Par contre, on donne pas libre cours aux enseignants. Ça, c'est dommage parce que tous ces enseignants français qui sont expatriés, là, qui sont un peu partout à droite, à gauche, ben, eux, ils sont complètement indépendants, autonomes, ils Hum, montent leur truc, ils te font du marketing et tout, ouais, et ça cartonne, mhm, hum. et ça cartonne. Je vais essayer de les rencontrer petit à petit tous pour que ça incite pas les Français de partir, mais encore une fois, de se rendre compte de la qualité qu'on a chez nous et qu'on soit plus Ouais, positif envers nous
et qu'on Ouais, ouais, qu'on ait envie de bouger ou pas, voilà. en tout cas de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir cette formation-là. Mm. Voilà. Maintenant, voilà, ce qui est difficile en France, je te dis, c'est l'environnement de travail. Ouais. Alors, je ne te parle pas des gens qui sont dans des grosses structures bien équipées, bien structurées, avec un staff administratif et tout. Je te parle de tous ces gars qui sont enseignants dans des petits clubs Mm. où il y a pas de moyens, tu vois. On a plein de clubs avec 100 licences ou moins, tu vois. Mm. Mm. Et là, c'est difficile pour ces enseignants parce que bah, les conditions sont précaires. Les Ah, conditions sont précaires. ils sont souvent sur plusieurs clubs en même temps. Tu es obligé de faire Voilà, sur des plusieurs va-et-vient. clubs, ouais, Mm. sur 30 semaines, tu vois ce que je veux dire? C'est difficile de vivre sa vie, quoi. Ouais, difficile de vivre sa vie. Mm. Mm. Allez, C'est difficile de de vivre de vivre son de sa métier. Voilà, passion. Ouais, c'est clair. voilà, Clair. exactement. Mm. Ouais, on a foi en notre capacité d'évolution et j'espère en tout cas que je partagerai le lien vers le livre pour que les gens puissent aussi savoir d'où on vient Bah ouais, ouais, ouais. et où on peut aller. Très sérieusement, voilà, je pense que moi j'ai appris plein de choses aussi quand j'ai fait ce livre. Ouais, Tu vois, quand évidemment. j'ai travaillé sur ce livre, on apprend toujours des choses et voilà, je pense que ce livre est enfin, il est très intéressant et pour les enseignants actuels et pour les enseignants futurs Mm. et Mm. pour ceux qui s'intéressent au tennis de loin, de près ou de loin, Mm. parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses finalement qui nous ont échappé, quoi. Mm. Mm. Intéressant. Ou qu'on ne connaît pas parce que justement on n'a pas creusé cette chose-là et qu'on ne l'a pas partagé, enseigné. Maintenant, c'est chose faite et j'espère que ça initiera voilà, des bonnes évolutions pour les enseignants qui nous auront écoutés et les plus curieux d'entre nous. Voilà. Ben, Merci j'espère aussi. Nicolas. Merci pour ce Écoute, merci à toi, c'est très sympa d'avoir pris le temps. Et puis, voilà, n'hésite pas, tu peux partager mon email s'il faut moment. ou mon WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis plus ouvert. J'ai toujours été dans le partage, hein. C'est partage de documents, partage de tout. Mm. Mm. Voilà, il n'y a pas de souci. Important. Merci beaucoup. OK. Merci à toi, Anthony. À Et bientôt. ouais, super initiative. Ouais. Voilà.